Caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé par Jérôme. Ce soir, nous fêterons les 30 ans du Bijou, le Cafcons de l'avenue de Muret avec Pascal Chauvet qui est, avec Emma, sa compagne, l'un des deux programmateurs de cette salle indispensable dans le paysage toulousain. Et dans un instant, j'évoquerai la revue Gibraltar, revue annuelle sous le titre sous-titré Un pont entre deux mondes avec Santiago Mendieta, son directeur de publication et rédacteur en chef. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Une nouveauté que l'on vous a déjà proposée la semaine dernière, mais qu'un incident fâcheux vous a empêché d'écouter. Donc revenons à nos moutons de la semaine dernière. Installé à Paris, après une jeunesse plutôt alpine, Manuel de Donder, déjà entendu dans Modern Folks, un groupe d'indie pop, ou dans The Square Circle, une formation plutôt estampillée krautrock, Manuel de Donder donc revient sur le devant de la scène avec un nouveau projet, Manolo Redondo. Formation évoluant entre folk et rock, acoustique et électricité, anglais et français, construction audacieuse, composition raffinée et mélancolie dépouillée. On pense à Lloyd Cole, celui de The Commotion, on pense aussi à The National ou à Chris Isaac. On a connu pire référence. Manolo Redondo, Stairs Remain, extrait de l'album Helmet, sorti il y a 15 jours. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. You'll see what a day becoming ever clear, and life is coming even more, but a time almost tear us apart. My book will end up with your name. What a name I love, but I can't spell. It's a language itself. My time will end with that game. What a fairy tale we used to live in. We've drawn in air. What a day, what a day, what a day I've been gone blind for you to let me see. One day you're gonna let me be. What a day, what a day, what a day I've been gone blind for you to let me see. One day you're gonna let me be. I long for you to see it. Your stains are remaining, and I know they bend with the wind. They bend, they bend, they bend, it's there. You see it all coming. And the very last house on the north end, by the edge of the land, it's blue in the flowers indeed.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, vous êtes toujours sur Radio Campus, c'est toujours Caramel Mou et c'est Joe Kangourou au micro. Gibraltar, limite du monde connu et inconnu pour les Grecs antiques, frontière naturelle entre la Méditerranée du Sud et celle du Nord. Gibraltar, c'est aussi une revue annuelle sous-titrée Un pont entre deux mondes, dont le 6e numéro vient tout juste de sortir. Santiago Mendieta, bonsoir. Oui, bonsoir. Avec un sous-titre pareil, vous annoncez vraiment la couleur. Gibraltar, c'est la revue de la Méditerranée et du bassin méditerranéen dans son ensemble. Comment est né ce projet de revue ? Alors c'est un projet qui est né vraiment il y a longtemps. Il s'agissait en fait de raconter des histoires. On prétend, c'est pas une revue universitaire, hein, c'est pas une revue non plus savante. C'est vraiment raconter des histoires dans l'intimité, en immersion, autour des mondes méditerranéens. Donc on peut tout à fait être dans les pays du Maghreb, en Égypte, en Grèce, en Espagne, en Italie. Voilà, en fait, ce qui nous importe, c'est la qualité d'écriture et la qualité des histoires. Ce qui fait office de ligne éditoriale, ou vous en avez d'autres principes qui vous servent de ligne directrice ? Il y en a d'autres principes, bien sûr, il y en a d'autres, mais c'est vrai que c'est la matrice. Après, le pont entre deux mondes, c'est-à-dire lancer des ponts, lancer des passerelles des deux côtés de sur les différentes rives de la Méditerranée, aussi bien du nord au sud qu'à l'est. Je crois qu'on en a vraiment besoin en ce moment, hein, vu comment le monde tourne, et notamment la Méditerranée, surtout au Proche-Orient, où on va de désastre en désastre. Donc voilà, on essaie aussi de ne pas cacher cette réalité-là, mais comme on sort une fois par an, on n'est pas dans de l'actualité, donc on repose sur l'actualité, mais on raconte vraiment des histoires en immersion, comme par exemple cette histoire des réfugiés syriens qui arrivent en Grèce en bateau Zodiac surchargé et qui rejoignent la Suède en traversant toute l'Europe. Bon, et on a décidé de le raconter sous la forme d'un récit photo. Voilà, par un grand photographe qui s'appelle Olivier Jobard. Voilà une des histoires qu'on a envie de raconter. Sur quel modèle économique vous le dites, c'est une revue annuelle. À un moment donné, elle a été bisemestrielle. Oui, elle a été semestrielle, c'est-à-dire tous les 6 mois. Et effectivement, là, ça c'était en 93. On n'avait pas vraiment de modèle économique, puisque moi-même j'y passais tout mon temps et la petite équipe autour de moi également. Et on n'arrivait pas à en vivre parce qu'on fait tous autre chose à côté. Moi, je suis journaliste-auteur. Je suis devenu éditeur par la force des choses parce qu'aucun éditeur ne croyait à ce projet. Donc, finalement, on s'est dit on va le faire nous-mêmes. Ce qui veut dire évidemment beaucoup de contraintes et on va dire de difficultés. Mais bon, on s'est retroussé les manches et on l'a fait. Et on est toujours là 5 ans après, puisque la revue est sortie en 2012. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc, on a décidé de faire un numéro annuel qu'on veut intéressant, beau, émouvant. Mais effectivement, ça nous permet aussi de faire autre chose à côté, d'avoir nos activités, nos activités, nos piges, hein, comme on dit dans notre jargon journalistique. Donc, somptueuse revue, assez épaisse. 180 pages, voilà, sans publicité. Ça fait quand même 6 cm. Hein, je l'ai mesuré ce matin, 6 cm d'épaisseur. Non, pas autant. Si, je vous jure. Ou alors j'ai vraiment un centimètre qui est inadéquat, ou alors c'est un centimètre anglais, et c'est pas des centimètres, c'est des onces. Donc c'est vrai que c'est joli papier, maquette assez luxueuse. En termes économiques, c'est viable ce format-là et cette façon de diffuser votre revue. C'est vrai que c'est un côté un peu luxe, on va dire. C'est pas du papier glacé, c'est un papier offset. Donc c'est pour ça qu'on veut le côté revue. On y met de la photo, on y met du dessin, il y a du texte, de la bande dessinée. Mais c'est vrai que on fait appel à un très bon graphiste, hein, qui est un peu partie prenante de l'aventure. C'est sûr que si on le payait au prix, on va dire, du travail effectué, voilà. Après, il accepte effectivement il est dans l'aventure avec nous. Donc, après, on a des abonnés, on a des lecteurs en librairie, on est vendu qu'en librairie, hein. Ne nous cherchez pas en kiosque, sauf au kiosque d'Arnaud Bernard, où là, c'est le seul kiosquier qui nous a, parce que c'est un copain, parce qu'il croit à la revue, il la met en avant. Voilà. Donc, on est en librairie et on est sur Internet, sur notre site, revuegibraltar.com. Mais effectivement, c'est compliqué. Mais de notre côté, des aventures éditoriales comme ça, il y en a
pas toujours. Après, on est présent aussi sur des salons, dans des rencontres, voilà. Et puis après, on est un petit peu aidé par quelques subventions. Par exemple, on a la subvention du Centre national du livre, qui est quand même un gage de qualité. Et puis en général, il nous aide bien. Voilà. Et donc c'est vrai qu'on surprend un peu avec cette périodicité annuelle, là où on voulait être présent deux fois par an. Mais bon, on a essayé, on n'y est pas arrivé, alors qu'on était plutôt au début et que ça marchait bien. Mais voilà, donc on peut pas y passer la totalité de notre temps. Donc Gibraltar, revue toulousaine, est-ce que c'est une diffusion nationale que vous avez ? Oui, on a une diffusion nationale, on est même vendu en Belgique, au Luxembourg ou même en Suisse, après auprès des librairies qui nous les commandent et qui y croient, parce que je veux dire, si elles nous les commandent et qu'elles en prennent un exemplaire, on les voit pas. Voilà, donc en fait, voilà, on a une diffusion nationale, mais on n'est pas vraiment partout. Il faut vraiment que les libraires aient envie de la mettre en avant, de la défendre. Voilà, c'est le travail du libraire. Avec un tirage de combien ? On passera peut-être au sommaire après. On est à peu près à 3000 exemplaires. Ce qui quand même fait du poids. Parce que, fait du poids, je le confirme. Fait pratiquement 700 grammes quand on l'a en main. Donc, 6e numéro qui est sorti il y a une petite dizaine de jours, avec un sommaire, et vous allez voir un peu l'éclectisme du propos, un reportage photo sur le voyage d'une famille syrienne entre la Syrie, leur pays d'origine, leur pays natal, et puis la Suède, qui va devenir leur pays d'adoption. On parlera de ce reportage tout à l'heure. Il y a également une évocation de quelques îles méditerranéennes, avec un superbe papier sur le film Stromboli et sur l'histoire d'amour qui découla de ce film entre Bergman, l'actrice principale de ce drame italien, et Rossellini, le réalisateur de ce film néo-réaliste italien. Donc une évocation de quelques îles méditerranéennes, un sujet sur le cinéma palestinien, une BD évoquant la ligne Latécoère entre Toulouse et Casablanca, des nouvelles, de l'écriture, des petits spots d'infos, de la fiction. Et c'est vrai que le propos est assez éclectique, avec peut-être ce point commun entre tout ce qu'on peut lire. Il y a un travail sur l'écriture qui est quand même assez travaillé. C'est pour ça qu'on a besoin d'une année, parce que nos effectifs font que, on n'est pas super nombreux, que ça repose essentiellement sur moi, et qu'après il y a un comité de lecture autour de moi, des avis, des gens qui relisent et qui corrigent, mais effectivement ça prend du temps, parce que justement on veut ce côté qualitatif. Donc nous on mélange le récit de voyage, le récit tout court un peu en immersion, le reportage journalistique, voilà, le reportage journalistique, et puis la fiction, soit des textes avec des romans qui ont peut-être pas eu le succès qu'ils méritaient, pour lequel on a un coup de cœur et qui traitent un peu de nos thématiques sur les mondes méditerranéens, comme par exemple Le salut viendra de la mer, un très beau texte, un très beau roman à nouvelles, à tiroir, d'un écrivain grec qui s'appelle Christos Ikonomou, et on a souhaité vraiment prendre un extrait de ce roman et l'illustrer à notre façon. Voilà, donc c'est des coups de cœur. C'est aussi de temps en temps, souvent, des fictions totalement inédites. Par exemple, lors d'une rencontre à la Comédie du Livre, qui est un grand salon du livre à Montpellier, j'ai rencontré Pierre Dôme, qui est un journaliste du monde diplomatique, qui était présent à Toulouse la semaine dernière à Origine Contrôlée, au festival. Et que l'on a rencontré ici, qui était notre invité ici lorsqu'il avait sorti son bouquin sur l'aventure du riz en Camargue, et comment des Vietnamiens qui avaient été importés directement du Vietnam en France pour suppléer aux Français qui étaient partis à la guerre de 39, s'étaient retrouvés bloqués en France, et à qui on avait donné un certain nombre de tâches en France, dans les usines Michelin par exemple, des choses comme ça, et notamment l'implantation du riz en Camargue quasi gratuitement, il faut quand même le préciser. Il a raconté ça, mais là depuis il s'est spécialisé sur la thématique algérienne, sur les mémoires algériennes, donc il écrit pour le monde diplomatique, et il a écrit notamment un livre sur les harkis, sur un peu la fin du tabou, où effectivement on est persuadé, avec la mauvaise conscience française, avec la guerre d'Algérie, que tous les harkis ont été massacrés lors de l'indépendance, enfin en tout cas ceux qui n'ont pas réussi à fuir ou à se réfugier en France, et lui montre qu'effectivement il y a eu des massacres, bien évidemment par le FLN, mais également il y a eu quand même des gens qui s'en sont sortis. Alors ils ont été maltraités, ils ont été souvent emprisonnés pendant des semaines ou des mois, et puis après on les a relâchés, après leur avoir un peu tapé dessus, puisqu'ils avaient servi l'armée française, souvent contraints et forcés, il faut le dire, et puis ces gens-là sont rentrés au bled, et lui en fait il leur a donné la parole dans un livre qu'il a appelé Le Dernier Tabou, chez Actes Sud, et à partir de tout ce matériau énorme, où il a fait 60 interviews de harkis, en Algérie, pas ici, pas en
France. Et à partir de là, il a imaginé un récit avec un appelé, monsieur octogénaire, très nostalgique de l'Algérie, et puis aussi, on va dire, avec des réminiscences de ce qu'il a fait là-bas, ou de ce qu'on lui a demandé de faire, qui n'était pas très beau, en tant qu'appelé. Voilà, donc il a construit un récit avec toutes ses mémoires, qu'on a appelé Hélène, puisque c'est en fait sa fille, la fille de l'appelé qui parle, qui raconte, c'est une voix féminine, retour à Beni Badel, qui est un petit village à côté d'un grand barrage construit par les Français, à l'ouest du pays, pas loin de la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Voilà. Et voilà comment on construit, et puis en faisant appel aussi à des dessinateurs, des illustrateurs, de la bande dessinée, comme dans le cas par exemple de cette libre évocation d'Héline Latécoère avec Toulouse-Casablanca. Oui, avec un auteur qu'on avait déjà rencontré lorsqu'on avait fait l'inauguration de cette exposition sur résidence 1+2, et qui était venu nous parler... Johan Colombier-Vives. Qui était venu déjà nous parler de cette bande dessinée qui sortait dans Gibraltar, avant la bande dessinée qui est sortie juste après, qui s'étend un peu plus longuement sur cette ligne et sur cette histoire Latécoère, histoire assez connue de ce côté-ci de la Garonne. Vous disiez que la petite nouvelle d'une quinzaine de pages de Pierre Dôme se passait à côté d'un barrage. Autre histoire de barrage contenue dans ce numéro 6 de Gibraltar, cette histoire de village complètement submergé par un barrage du côté du centre de l'Espagne. Oui, c'est en Castille. Alors en fait là, il s'agit, c'est moi qui ai écrit le texte, c'est on va dire un travail que je mène depuis une dizaine d'années sur un peu les origines de ma famille en Castilla-La Mancha, au sud-est de Madrid. Mendieta, je m'étais bien dit que c'était pas d'ici. C'est basque, mais si vous voulez, ma famille, c'est le berceau de ma famille. Et c'est vrai que ce village thermal, créé de toutes pièces par le roi d'Espagne en 1826, a eu une existence très courte, 130 ans, puisque de 1826 jusqu'en 1955, année où il est noyé par un barrage gigantesque, à l'époque où le franquisme triomphant veut développer l'Espagne et veut vivre en autonomie pour développer le pays. Voilà, il y a ce village qui est sacrifié. Donc les villageois sont jetés dehors. Il y a une expropriation forcée. Et le village est vendu aux enchères. On récupère la pierre, le plomb, les tuiles, le bois. Et qui était une sorte de petit luchon, une petite une cité thermale vraiment totalement improbable. Au milieu aristocratique. Aristocratique, oui, parce que ça avait été conçu pour l'aristocratie espagnole. Et en 1955, on trace un grand trait là-dessus et on noie le village. Et donc, moi, j'ai retrouvé des images, alors vous allez rire, du côté de Genève, dans une famille aristocratique qui avait une maison là-bas. Voilà. Et il y a toute une histoire, et puis j'ai beaucoup d'informations. Des photos de vacances, quoi. Des photos de vacances de cette famille suisse, là, voilà. Donc, où on voit le village, où on voit la rivière. Tout ça aujourd'hui, alors, était sous l'eau, je dis était sous l'eau parce que aujourd'hui il y a une sécheresse telle en Espagne, avec le changement climatique et les transferts d'eau qui sont opérés vers le sud du pays pour irriguer les champs et les cultures sous serre de Murcie, le lac a tellement baissé qu'aujourd'hui le village réapparaît. Voilà, donc ça paraît incroyable. Et c'est assez symptomatique de la ligne éditoriale de votre revue, c'est-à-dire que ça aurait pu être un reportage journalistique tel qu'on aurait pu le lire dans un journal lambda. C'est vrai que là c'est une nouvelle. Alors c'est une nouvelle à partir de... Je fais parler deux personnages. L'un s'appelle Jesus et la deuxième est une dame très âgée qui s'appelle Clarissa, qui était en fait on va dire une des filles du dernier propriétaire des termes de la Isabela, qui est donc ce village, la Isabela. Donc voilà, c'était un des propriétaires et donc elle a une nostalgie, elle en parle de façon très belle. Et moi j'ai passé des heures à discuter avec ces deux personnes et j'en ai tiré deux récits. Et c'est vrai que je me suis demandé si j'avais les moyens et j'avais la matière pour en faire un récit journalistique. Mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça, mais il y a aussi la matière pour faire un sujet journalistique aujourd'hui, en sachant que il reste pratiquement plus rien de cette période, à part les souvenirs, les photos et les gens. Et quelques photos égarées en Suisse. Voilà. Par contre, du journalisme, on en voit avec le récit, et puis on en restera peut-être là sur le sommaire de ce 6e numéro, le récit de voyage, mais d'exil, ce récit de partance en exil de cette famille syrienne qui part de Syrie, qui arrive en Grèce et qui file droit vers la Suède
pour en faire son pays d'adoption. Là, c'est un récit journalistique, mais vous avez pris le parti d'utiliser la photo. Et c'est un photoreportage. Alors, c'est un photoreportage d'un très grand photographe qui est spécialisé dans ces thématiques de migrants, qui s'appelle Olivier Jobard, qui travaille depuis à peu près 10 ans là-dessus. Il a travaillé pour Médecins du Monde, voilà. Et donc, c'est un sujet que j'ai vu en exposition au Festival MAP à Saint-Bertrand-de-Comminges. Et il se trouve qu'on avait déjà publié Olivier Jobard dans le numéro 1 avec un sujet qui s'appelait Kingsley, le rêve européen. Donc, on avait publié, c'était vraiment un sujet très fort. Donc, voilà, raconter une histoire, mais avec de la photo et des textes plus courts. Voilà, on essaie d'alterner, on va dire, des récits longs, des récits courts de la BD. Et puis, effectivement, moi, j'ai eu un coup de cœur à nouveau pour ce sujet, où on voit que ces gens, qui étaient plutôt des gens de la classe moyenne syrienne, qui avaient un magasin de chaussures dans la banlieue de Damas, dans un camp palestinien qui s'appelle Yarmouk, obligés de partir avec des enfants. Ils sont partis avec leurs 2 enfants et leurs nièces. Et effectivement, ils ont franchi toutes les frontières de façon clandestine, à part la Grèce qui les a amenés en bateau jusqu'à Athènes. Et à partir de là, ils se sont débrouillés. Et les photographes ont choisi, on va dire, cette famille parce qu'ils étaient accueillants, parce qu'ils parlaient anglais, donc il n'y avait pas ce problème de la langue. Et puis ils les ont suivis jusqu'en Suisse, jusqu'en Suède. Et ils les ont suivis pendant 2 ans, jusqu'à leur intégration, puisque c'est des gens qui parlent anglais, c'est des gens qui sont jeunes, qui ont la pêche, qui ont envie de s'en sortir, qui n'envisagent pas du tout de retourner en Syrie vu la situation, et qui travaillent et ont obtenu leur permis de résidence permanent. C'était en 2015-2016. Aujourd'hui, ça a un peu changé, malheureusement en Suède aussi. Mais c'est vrai que ça reste quand même d'actualité, ce style de reportage, puisque la Syrie, le problème syrien est loin d'être réglé. L'immigration syrienne continue à se développer. Il y a de plus en plus de Syriens qui veulent quitter ce pays. Et c'est vrai que ce reportage, même s'il a été fait il y a 2 ans, 2 ans et demi, reste terriblement d'actualité. Je voudrais simplement citer aussi dans les autres reportages assez étonnants que l'on peut retrouver dans Gibraltar, ce portrait de Jean-Baptiste Libouban. Alors, espèce de membre, j'allais dire, d'une secte montée par un Italien à la fin des années. Non, c'est pas à la secte. fin de la guerre. Ouais, ça fait un peu ça, mais avec un côté, on développe une façon nouvelle de vivre, on développe une nouvelle façon de penser, de s'approprier le politique, de s'approprier la cité, de s'approprier l'environnement, qui est assez passionnant. Mais c'est pas une secte, c'est la communauté de l'Arche, voilà. Lanza del Vasto. Mais c'est vrai que c'est des gens qui vivent ensemble, culture chrétienne, mais c'est pas une secte. Secte, ça peut être aussi, ça peut être non péjoratif. Oui, l'Église catholique est une secte qui a réussi. Exactement, donc, on le dit assez souvent. Ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, Pierre Rabhi, dont on parle beaucoup en ce moment, ce mouvement de pensée-là, on en parle très peu. On en parle peu, bien que Jean-Baptiste Libouban est le cofondateur avec José Bové des Faucheurs Volontaires. Oui. Mais c'est vrai qu'il est moins médiatique, il se met moins en avant. Peut-être aussi qu'il est, moins bankable, je sais pas. Après, il est très bien, Pierre Rabhi, c'est pas le souci. Mais simplement, donc on raconte le portrait de ce pacifiste non violent. C'est vraiment pas une secte, c'est vraiment c'est la philosophie de Lanza del Vasto, qui était quelqu'un de culture française, d'origine italienne, un philosophe. C'est la non-violence, c'est le refus du nucléaire, c'est le refus du monde moderne, comme il s'esquissait dans les années 60. Voilà, parce que ça, faut dire quand même que c'est milieu des années 50 et début des années 60. Voilà, par exemple, c'est quelqu'un qui va dans la guerre d'Algérie et qui demande à être infirmier, à soigner les gens sur le front. Et il a beaucoup de difficultés, c'est avant l'objection de conscience. Voilà. Donc on raconte un peu l'histoire de ce monsieur qui vit aujourd'hui sur les hauteurs de l'Hérault dans une communauté. Donc mais c'est pas une secte. Du côté de l'Odève. Voilà, exactement, dans le parc, dans le Haut-Languedoc. Et voilà, donc c'est un des portraits qu'on développe, tout comme il y a un portrait aussi sur Jéricho, la ville de Jéricho, ou même aussi le portrait d'une télé Touareg, TV Toumast, qui a émis à Londres en direction à l'intention des Touaregs, puisqu'il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé à destination des Touaregs. Et là, histoire éminemment passionnante. Moi, je rajouterais le portrait, le dialogue que vous avez avec Thierry Fabre sur le développement du monde actuel, où ça va, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe en Méditerranée, et qui est plutôt dense, plutôt fouillé. Avec des illustrations de Jacques Ferrandez. Voilà.
Donc on a réussi à obtenir ça, le grand auteur de BD et illustrateur dont on a pu suivre pendant des années tout ce qu'il a pu construire et dessiner autour de l'Algérie. Et de la Méditerranée et de la en général, Méditerranée. Voilà, donc ça, vous trouvez ça dans Gibraltar, numéro 6, c'est sorti. Santiago Mendieta, vous le disiez tout à l'heure, on ne le trouve qu'en librairie. Pour ma part, je suis allé le chercher à Ombre Blanche. Mais il y a aussi Terra Nova, les Frères Fleury, la Renaissance. Voilà, c'est le moment de donner Rive Gauche également. Donc vous avez un site internet www.gibraltar-revue.com où on vous donnera l'ensemble des adresses. Vous pourrez aussi vous y abonner si vous êtes intéressé. Donc ça, c'est pour Gibraltar numéro 6, revue qui est donc sortie il y a une dizaine de jours. Pour vous, l'actualité, c'est aussi un petit salon du livre demain du côté de Job. Alors voilà, on sera présent donc surtout dimanche pour, on va appeler ça un salon du livre. En fait, ça s'appelle plutôt les rencontres du papier et du livre à l'espace Job, route de Blagnac. On le rappellera, Job, une ancienne fabrique de papier. Exactement, c'est pour ça, il y a une sorte d'histoire commune. Comme on dit toujours, le papier, c'est une sacrée histoire, Job. Voilà, donc en fait, dimanche, toute la journée, le matin et surtout l'après-midi, il y a des rencontres d'auteurs. Moi-même, j'y anime un café littéraire avec des auteurs, donc des auteurs femmes, autour de récits de vie au féminin. Il y a 5 auteurs, donc je peux vous en donner rapidement les noms. Allez-y. C'est Janine Tesson, qui nous vient de Montpellier, Colette Berthès, qui est une militante contre la peine de mort, mais aussi qui a fait un roman sur la Palestine, Delphine Panique, qui est une illustratrice, on va dire, assez ironique, assez mordante, un peu acide, Pauline Alphane, et aussi quelqu'un qui vient du Pays Basque, qui s'appelle Marie-Josée Bazurco, qui a écrit un roman sur les petites bonnes qu'on envoyait dans les familles riches de Bordeaux, de la bourgeoisie bordelaise, ou de la haute bourgeoisie, avant la guerre de 14. C'est un roman assez fort. Voilà, donc il y a, et puis il y a aussi des choses pour les familles, pour les enfants, puisqu'on est à Job avec le papier, il y a des ateliers papier, origami, pliage, voilà, il y a des spectacles, il y a des lectures, voilà, donc ça se passe dimanche à l'espace Job, route de Blagnac, et on peut y aller en bus, avec le LE1 ou... Voilà, et on peut même y aller en vélo. Voilà, je suppose le long de la digue. On pourra retrouver aussi Gibraltar là-bas. On peut y trouver Gibraltar, on aura un stand, voilà, on présentera le numéro. Moi, je serai un peu occupé avec le café littéraire, mais il y aura toujours quelqu'un pour parler. Et on aura la présence de Johan Colombier-Vives, le dessinateur de BD qui a signé Toulouse, Casablanca, Aller Simple sur les lignes Latécoère. Voilà, donc Gibraltar numéro 6 dans toutes les bonnes librairies, donc revue annuelle toulousaine autour des mondes méditerranéens. Santiago Mendieta, merci d'être venu nous en parler ce soir. Merci à vous pour votre accueil. Et là, on va se quitter avec quelqu'un dont j'ai vu une petite quinzaine de lignes, la chronique de leur dernier album, Tinariwen, groupe Touareg. On a raconté ici cette histoire assez magique d'anciens soldats des fronts de libération des Touaregs qui sont passés de la Kalachnikov aux guitares électriques pour animer un peu, dans un premier temps, les camps d'entraînement entre le Mali et la Libye, et qui ont inventé cette espèce de blues du désert, guitare électrique, crotale, percussion ancestrale et chant de lutte assez formidable. Tinariwen qui depuis 25 ans n'arrête pas de nous enchanter. On écoute ça tout de suite. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous. ترسد النيلة مرغ الباجو والخالق ناصوي ولا ترسد النيلة مرغ الباجو والخالق ناصوي sorrow
l'avantage avec le réchauffement de la planète, c'est que si l'avenir paraît plus dur, les carambars sont plus mous. Caramel mou. Caramel. On ne remerciera jamais assez Wally de nous avoir concocté ce générique, il est absolument fabuleux. Avec moi, en suivant, Pascal Chauvet, bonsoir. Bonsoir. Pascal Chauvet, l'actuel patron avec sa femme Emma du Bijou. Bijou qui vient d'entamer les festivités de son 30e anniversaire. Je dis qu'il vient d'entamer, puisque c'est quand même des festivités qui vont s'étaler sur 2 ans. Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Bijou qui fut un temps a été contrôlé par quelqu'un qu'on a connu beaucoup dans cette émission, Philippe Pagès, qui venait faire des chroniques régulièrement dans Caramel Mou du temps où il était encore à Toulouse et qui pendant 25 ans a présidé à la destinée de ce CAFCONS plutôt indispensable à Toulouse, qui en a même été à l'origine. Et cet après-midi, nous n'avons pas hésité, nous avons pris le téléphone et on lui a posé simplement la question, avant de revenir sur ces 30 ans, de comment était né le Bijou et dans quelles conditions Philippe Pagès avait pris les commandes de ce lieu chanson toulousain. On écoute ça tout de suite, c'était vers 16h cet après-midi. Philippe Pagès, bonsoir. Dans quelques instants, nous parlerons des 30 ans du Bijou avec Pascal Chauvet, l'actuel taulier de cette salle indispensable du paysage toulousain. Mais vous-même, Philippe Pagès, avec un de vos collègues, Patrick Colpott, il y a quelques années, c'était en 1987, vous avez acheté cette salle, le Bijou, pour la transformer 2 ans plus tard en CAFCONS de l'avenue de Muret. Dans quelles conditions en êtes-vous arrivé à concevoir cette salle à 2 ? Alors, en 2 mots, moi j'étais membre d'une troupe de café-théâtre qui s'appelait La Mauvaise Troupe et qui jouait régulièrement à l'Éclusane, qui est devenue l'Allopiote, quartier Saint-Cyprien à Toulouse, tenu par Patrick Colpott. Et on avait même fait là le siège de notre collectif d'artistes dans lequel on retrouvait Géant, Juliette, Barocco, Christian Versellotti, des gens comme ça. Et j'avais sympathisé avec les patrons et particulièrement avec Patrick Colpott qui un jour m'a dit « mais moi je veux aller dans un endroit plus grand, j'ai trouvé un truc avenue de Muret, c'est tenu par une vieille dame, elle ferme à 7h le soir, il n'y a plus de chiffre d'affaires, on va l'acheter pour pas cher, le loyer est pas trop élevé, on peut s'y mettre, et puis il y a une ancienne salle noces et banquet, ce sera un truc terrible pour pouvoir faire des concerts. On a dit banco, on était 5 associés présumés. Nous y sommes rendus, on a rencontré la dame, c'était d'accord, moi je dis je veux bien, mais je suis artiste, je vous donne un coup de main pour organiser le rapport avec les journalistes, une idée générale, mais je peux pas y travailler, je vais faire autre chose moi. D'accord, allez, on visite, on se met d'accord. Nous sommes allés chez le notaire pour faire l'acquisition de cet établissement, et là le notaire dit mais madame, vous n'avez pas le droit de le vendre, ce café il n'est pas à vous. Comment ça, il n'est pas à moi? Il est au nom de votre mari, mais il est parti avec une créature. Il y a 20 ans que je tiens le café toute seule. Ben oui, mais les papiers ils sont toujours à son nom. Donc nous sommes repartis sans acheter le café parce qu'il fallait d'abord qu'elle divorce et qu'elle s'occupe des papiers avec son mari. Le temps a passé, bon, moi je continuais à faire du café-théâtre avec mes copains. Et puis un jour, oui, donc c'était la troupe quand même de contact avec la dame. Cette fois-ci, elle est prête à vendre. Par contre, les autres associés potentiels ont tous d'autres activités. Il reste plus que toi et moi. Est-ce que tu es toujours d'accord ? Et c'était un moment où, avec ma troupe de café-théâtre, je sentais qu'on arrivait au bout de ce qu'on avait à faire et à dire. Et j'ai dit banco. Allez, je veux bien venir avec toi. Mais attention, à une condition. Moi, je veux bien m'occuper de la compta, du journaling, des machins comme ça. Mais il y a un truc que je ferai jamais, c'est la programmation. Et bien parti dans les forfanteries. Et comment en êtes-vous arrivé à devenir programmateur, justement ? Eh bien, le temps de monter l'opération. Alors, Patrick était un garçon qui avait 10 ans de plus que moi, qui avait une expérience d'avoir déjà mené un truc. Je venais un peu en numéro 2. Et puis, petit à petit, les rapports étant ce qu'ils sont entre nous, il a montré quelques défaillances en parlant clairement. Et puis, il fallait un peu tenir l'histoire. Et
Puis acheter le café, ça a été facile. Ouvrir le café, ça a été facile. Y faire déjà quelques animations. Lui avait déjà pas mal d'idées en plus pour faire un lieu sympa. La décoration, ce côté années 50, tout ça, c'était vraiment ses idées. Mais dès qu'il s'est agi d'aller trouver les financements pour ouvrir la salle de spectacle, qui nécessitait 2 millions de francs d'investissement de travaux, alors qu'on avait acheté le fonds de commerce 400 000, les banquiers nous riaient au nez. Et là, en fait, je me suis pris aux œufs de chercher les moyens de faire ça. Et de l'un à l'autre, petit à petit, j'ai pris de plus en plus de responsabilités dans cette histoire. Patrice y est beaucoup fatigué, a commencé à avoir d'autres centres d'intérêt. On a réussi à trouver les financements nécessaires, mais avec des grigous de banquiers qui nous ont prêté à 14,5% en hypothéquant la maison de mes parents. Il faut savoir que j'avais 25 ans à ce moment-là, et donc j'ai dit oui à tout, parce que j'étais content qu'on me donne les sous. Enfin, je croyais qu'on me les donnait. Depuis, je sais que c'est... Il faut les rendre. Il y a des gens qui travaillent au bijou qui en ont donné beaucoup à l'Union bancaire du Nord, puisqu'effectivement, auprès d'une seule banque, on a emprunté 1,5 million, on en a remboursé un peu plus de 4. Ah ouais. Non. Donc soyez rassurés, la banque n'a pas fait faillite à cause de nous. Voilà, et comme ça, au moins, on sait qu'effectivement, les banques, on sait d'où tirent leurs revenus le milieu bancaire. Voilà, et on n'était pas à l'époque, il y avait la Voie 12 qui avait la même banque et les mêmes taux d'intérêt. Ouais. C'était une période faste pour les banquiers, puisqu'ils prêtaient encore avec des taux très élevés et l'inflation est tombée juste après. Pas de peau. Et donc le truc s'est construit comme ça. Les 2 années entre 1987 et 1989, ça a été des rencontres successives qui ont permis d'obtenir des choses. Alors un des points clés, l'anecdote quand même qu'il faut pas oublier, c'est qu'un jour je tenais le bistrot l'après-midi et arrive un de nos clients, un gars qu'on voyait de temps en temps, qui me dit tiens, je sors d'installer des moquettes dans un salon au parc des Expos, c'est fait pour les mairies, j'ai vu qu'il y a des trucs du ministère de la Culture, puis d'un truc de soutien, chanson, quelque chose, tu devrais aller voir. Donc il m'a filé son badge d'installateur de moquettes pour que je puisse rentrer au salon d'exposition des maires. Et là-dedans, j'ai trouvé effectivement rapidement le Centre national des variétés, qui à l'époque s'appelait le Fonds de soutien jazz variété chanson, dont le directeur m'a tout de suite dit moi j'en ai rien à faire de vos histoires de café-concert, je suis là pour vendre un zénith à la mairie de Toulouse, mais voilà la carte d'une de mes collaboratrices, vous allez la voir à Paris, elle s'occupera de votre cas. Et quelques mois après, j'ai été à Paris, j'ai rencontré cette dame qui m'a mis en relation avec les gens qui plus tard ont créé le chaînon banquant, c'était le syndicat le SYNAPS, syndicat des petites structures de spectacle, qui m'a permis d'enclencher avec le ministère de la Culture, qui lui à l'époque envisageait de mettre en place une ligne de crédit pour aider à la création de petits lieux. Et puis sur place, j'ai réussi à rencontrer les gens de la DRAC aussi, qui nous ont soutenus. Et ça a été un point clé qui nous a permis d'avoir l'apport qui nous a permis de déclencher les crédits. Ah ouais. La subvention qui nous a été accordée a servi pour donner envie aux banquiers, moyennant les 14,5% dont je parlais tout à l'heure, de nous faire les prêts. Donc ça a été une époque très excitante, ces recherches de financement, parce que j'avais quand même tenu à dire que dans le café, on ne ferait jamais de musique. Je ne voulais pas avoir le bistrot et la scène au même endroit. Pour moi, c'était fondamental. J'attendais qu'on ait une vraie salle de spectacle pour faire du spectacle. Mais du coup, dans cette partie bistrot, on y a fait des lotos, des cérémonies, une rencontre autour du polar avec André Oscola de Millau qui avait fait un prix du polar. On avait fait un cours de français avec ma prof de français du lycée de Cahors qui est venue. Le loto, on l'a fait quand même un peu musical avec Sandoval et Juliette qui étaient venus animer l'affaire. On a fait des rencontres assez marrantes dans le café. Et c'est comme ça que le 17 avril 89, vous inaugurez la salle de concert. Avec quel groupe vous inaugurez le bijou? Un groupe flamand de burlesque que j'avais vu moi quand je tournais à l'époque au Festival de Café Théâtre de Cannes, qui était absolument génial. Et on a dû faire 17 entrées le premier jour. C'était à peu près ça. Et ils ont joué 3 jours de suite dans un endroit magnifique. Ils jouaient le lundi soir. Et le dimanche, je les ai amenés montrer la salle et ils ont vu les peintres qui étaient venus travailler le week-end, puisqu'on n'avait pas fini d'installer la sono. Et je crois que le lundi matin, on avait encore des peintres au chantier et ils ont eu la salle disponible à 14h. Ouais. Juste le temps des répétitions. Pendant 2-3 ans, vous êtes venu dans cette émission raconter des souvenirs du bijou. Il y en a quelques-uns qui dorment dans les archives de cette radio. Dites-nous quand même en 2 minutes, parce que sinon on va y passer l'heure. Et puis vous avez rendez-vous dans pas très longtemps. Dites-nous le plus gros choc que vous ayez eu au bijou en ces 25 ans d'existence, puisque vous êtes resté à la tête du bijou pendant 25 ans.
Allez, je vais en choisir un au pif. Un jour, un copain nous téléphone en nous disant « Je suis avec un groupe de tziganes roumains, demain je les amène jouer à Bordeaux, puis ce soir on n'a pas de quoi bouffer, vous accepteriez pas de nous donner un peu à manger, parce qu'ils sont nombreux, ils sont 17, mais en échange ils feront un peu de musique dans le café. » Et c'était un jour où on n'avait pas de spectacle à l'horaire du repas, on faisait les après-concerts du festival Jazz sur 131, et on avait le trio de Hakim Bournan, Franck Montbaillet et je sais plus qui était le troisième. Ah ben, Tonton Salut à 23h. Tonton Salut à la batterie. Sans doute, oui. Et donc, l'après-concert devait se jouer à 23h. On avait un peu de temps avant. Ouais, allez, amène tes gars à manger, on va être sympa, on leur file un peu à bouffer. Et en fait, c'était le taraf de Haïdoux. Et pour un plat de lasagne, on a eu le taraf de Haïdoux qui a fait 2 heures de concert dans le café. C'était absolument grandiose. Ça a à peu près démoli la possibilité pour le trio de jazz de jouer derrière. Parce que c'était une musique qui nous était à tous complètement inconnue. On devait être en 1991, 90, 91. C'était juste après l'ouverture du mur. Et c'était une musique phénoménale qui bousculait tout. Et une rencontre que j'oublierai jamais. Et le taraf a commencé dans le Cafcons et puis a terminé sur scène. Oui, parce que un d'entre eux, à un moment, en allant aux toilettes, a vu qu'il y avait une autre salle derrière. Il a dit ça trop bien. Il a appelé tous les copains et tout le monde est passé derrière. Et entre autres, je vois très bien Hakim Bournan qui voit le Zigan poser sa contrebasse et prendre celle d'Hakim, beaucoup plus belle, beaucoup plus neuve, rutilante, et commencer à la tordre dans tous les sens avec son slap qui correspond à ça. Et Hakim avait les grands yeux ouverts parce qu'il était comme nous pour découvrir cette musique. Il y a un truc qui n'avait rien à voir, une fête qui était indescriptible. Voilà. Et je crois que vous y étiez, Jean-Philippe. Et voilà, et c'est comme ça que les gens arrivés à 23h pour voir le concert de jazz se sont retrouvés à écouter cette musique de Barjo, le taraf des Haïdouk, avec effectivement Montbaillet, Tonton Salut, Hakim Bournan, qui était assez sidéré de voir ces musiciens-là sur scène. Ah bah oui, parce que c'était pas académique. Hein. Bon, bah écoutez, on va peut-être en rester là pour ce soir. Je rappelle pour les auditeurs que on continue à vous voir de temps en temps à Toulouse, puisque vous étiez hier dans la Ville Rose pour présenter le prochain Détour de Chant, puisque vous faites partie encore de l'équipe qui tourne autour de ce festival chanson qui aura lieu en janvier-février prochain. Et donc peut-être à cette occasion-là, nous continuerons avec vous à fêter ces 30 ans du bijou, 30 ans dont je vais continuer à parler avec Pascal Chauvet. Merci beaucoup Philippe de nous avoir téléphoné et à bientôt. Oui, et puis surtout, ce qu'il y a de plus beau au bijou, c'est ce qu'il y aura demain, la semaine prochaine, l'année prochaine et dans les 30 années qui suivent. Eh bien, apparemment, c'est ce qu'on nous annonce. On nous annonce aussi 2 ans d'anniversaire. Vu la programmation de cette première année d'anniversaire, on s'en pourlèche déjà les babines pour la suite. Merci beaucoup, à bientôt. Salut à tous. Voilà, décidément, Philippe Pagès, une fois qu'on a mis une pièce dans la machine, il est inarrêtable. Pascal Chauvet, rebonsoir. Ben, rebonsoir. Ça vous fait quoi d'écouter l'ancien patron ? Ça me fait dire que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vu et ça manque un peu en fait. Donc, vous avez repris le bijou il y a 5 ans. Philippe Pagès l'a quitté vers 2012 après 25 ans de bons et loyaux services. Et c'est vrai que vous avez réussi un peu ce challenge un peu fou de ne rien changer tout en changeant tout. La philosophie reste assez la même sur le développement de la chanson française, autant sur l'émergence de la chanson que la diffusion de vieux artistes. C'est vrai que vous êtes toujours une salle estampillée découverte, mais en même temps vous avez amené plein de choses, en particulier la chanson canadienne. J'allais dire, vous êtes un grand spécialiste du Canada. Je ne sais pas si c'est le cas, mais par contre, vous avez amené plein d'artistes à venir jouer au bijou. Comment s'est fait un peu cette transition ? Bon, vous êtes quand même là, on ne parle plus de transition pour vous, vous êtes là depuis 5 ans. C'est la 5e saison que vous programmez, mais comment s'est fait un peu cette transition ? Ça s'est fait petit à petit. Au départ, quand on est arrivé, on s'est dit que tout marchait très bien. On s'est dit, voilà, pendant 2 ans, on se pose dans les pantoufles de Philippe Pagès, fort confortable au demeurant. Et puis, au bout de 2 ans, on lèvera la tête du guidon et on se dira, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qu'on a envie de changer. Et puis, au bout de 2 ans, on s'est dit, en fait, tout nous convient, on n'a rien envie de changer.
Sauf que imperceptiblement, il y a des choses qui avaient évolué. D'abord, sans lui faire injure, on n'a pas le même âge. Avec Philippe, on a c'est quasiment une génération de différence. Ouais, ça c'est de la physique, c'est de la nature, c'est comme ça. Du coup, il y a plein de gens qui ont notre âge, donc une quarantaine d'années, qui sont plutôt au bijou, qui ont commencé à s'approprier le lieu, à y vivre, à venir découvrir des artistes. Et même si globalement, avec Philippe, je crois qu'on a presque les mêmes goûts, on a les mêmes choses, on aime les artistes qui nous font vibrer, ceux qui nous prennent aux tripes et qui nous retournent et qui nous donnent envie parfois de pleurer, parfois de chanter, parfois de danser, enfin tous ces artistes qui ont une forme d'échange avec le public. Mais voilà, il y a quelque chose que je serais incapable d'expliquer. Enfin, on n'a jamais dit à un moment, on va changer ça. Mais si on regarde ce qui se passait il y a 10 ans, ce qui se passait il y a 5 ans et ce qui se passe maintenant, il y a une courte différence, mais ça reste le bijou. C'est quoi l'esprit du bijou ? L'esprit du bijou, il y a plusieurs choses. Il y a la découverte, l'envie de nouvelles rencontres, il y a le partage, et au centre de tout ça, il y a l'humain, avant tout. C'est le plaisir de croiser quelqu'un, de l'accueillir, de discuter pendant des heures avec. Si c'est un artiste, de l'écouter chanter. Si c'est un mec qui est triste, de l'écouter parler. Si c'est un mec qui a envie de faire la fête, avec lui. Enfin, c'est tout ça. C'est du moment passé ensemble, le bijou. Et ça reste un café très populaire pour le coup. Ça reste populaire. Ça reste la cantine des gens qui travaillent tout autour, également. Également, faut dire le midi, pour 13 balles et quelques, tu manges l'entrée, le plat, le dessert, le pinard, le café, et tout ça fait à la maison, donc c'est assez couru. C'est pas mal, ouais. Donc on le disait il y a 2 minutes, le bijou reste un lieu qui est vraiment focalisé sur les découvertes. Donc je vous ai demandé d'amener 2 disques qui pourraient un peu symboliser ce deuxième semestre de festivités pour ce 30e qui commence dès le mois de décembre. Et le premier album et le premier artiste que vous nous avez amené, c'est Guillaume Farlet. Moi, personnellement, je ne le connais pas du tout. Donc, excellente occasion de nous le présenter. N'est-ce pas ? En fait, c'est un garçon qui n'est pas du tout du coin. Je serais même presque incapable de dire d'où il vient, à part qu'il vit à Paris. C'est une sorte d'encyclopédie de la chanson. C'est-à-dire que tu lui dis « Ah, tu connais telle chanson ?» Non seulement il la connaît, mais en plus, il prend sa guitare, il te la joue. Et je parle pas des portes du pénitencier ou comment on appelle ça, du temps des colonies. Je parle de vraies chansons. Tu lui parles de Juliette, il joue du Juliette. Tu lui parles de Nicolas Jules, il joue du Nicolas Jules. Je suis peut-être même qu'il joue du Chouf. Enfin, et du coup, en fait, on s'est bien entendu avec lui. Et il va venir sur le Festival des Tours de Chant. Il va faire toutes les ouvertures de concerts du Festival des Tours de Chant, à faire une paire de chansons, même avant les premières parties. Et il fera les afters au bijou. C'est-à-dire qu'à partir de 23h, 23h30, il sera avec sa gratte, il va faire le jukebox humain et jouer des chansons rien que pour nous. Et donc là, ça veut dire que là aussi on met une pièce dans la machine et on fait karaoké. Je pense que Guillaume était la chanson, ce que Philippe Pagès est à l'histoire du bijou, c'est-à-dire intarissable. Ah mais très bien, s'il est là une semaine, on l'invitera ici, on ouvrira les micros et on ira prendre un pot à côté. Guillaume Farlet, on l'écoute tout de suite puisque vous nous avez amené un album, donc il passe chez vous vers le mois de janvier-février. En gros, dernière semaine de janvier, première semaine de février, voilà. Il sort dans le coin. Très bien. Guillaume Farlet, invité donc au bijou fin janvier, début février, dans le cadre de Détour de Chant et dans le cadre de ce 30e anniversaire du bijou. Je suis l'énième connard avec ma guitare. Je suis l'énième bouffon avec mes chansons. Encore un qui cherche un miroir et qui dégaine son art. Encore un parmi des millions qui frappe au portillon. Bon on va y aller, on va trop délirer, c'est parti pour la chansonnette. Mais je vous préviens tout de suite, j'écris sur cette petite qui transforme les bœufs en poètes. Car les chansons d'amour, et ce depuis toujours, parlent d'une seule et même créature, celle qui a brisé les cœurs de milliers de chanteurs et qui est quelque part dans la nature. Je suis l'énième tétard avec ma guitare. Je suis l'énième couillon qui pense être profond. Encore un qui croit que sa musique a quelque chose d'unique. Encore un qui a envie qu'on le mate, quitte à prendre les tomates. Bon je vais balancer, car tel que vous me voyez, y a pas plus grand dénonciateur.
Attention, j'ai plein de messages, ça va être un carnage. Oh, vous pouvez trembler de peur. J'ai un max de dossiers sur des gens haut placés et je le sais de source sûre. Tous ceux que ça concerne, voyant pousser leurs cernes, viendront me cirer les chaussures. Je suis l'énième relou qu'un avis sur tout. Je suis l'énième blaireau avec des idéaux. Tiens, voilà l'autre crevard, l'autre boulet. Couplet, refrain, couplet. Voyez comme elle est différente, ma chanson de 3:30. Bon bah papa, maman, sachez que votre enfant, voilà bien 10 ans qu'il maquette. Et puisque je sais tout sur ce milieu chelou, faut que vous deveniez des vedettes. Mais non, c'est pas trop tard, papa prend ma guitare, maman enfile un string clouté. Du rock'n'roll, le vieux marchera 1000 fois mieux que tous ces ados décoiffés. Et faites pas cette tête là, c'est la sextape ou ça, vous allez pas me laisser tomber. Je suis l'énième faussaire qui vendrait père et mère. Mes dents longues font des tranchées dans les parquets, les planchers. Je suis le mégalo, l'arriviste qui se croit en tête de liste. Oui, je sais, je fais toujours trop long sur les présentations. Bonsoir. Voilà, Pascal Chauvet, on se retrouve donc pour parler de ce 30e anniversaire du bijou. Je le disais tout à l'heure, festivités qui vont durer 2 ans. Ouais. Pour la petite histoire, l'achat du bijou c'est 1987, donc le début du 30e, mais le premier concert c'est 1989. Donc, avec les fameux les Snars, voilà. Effectivement, qui lançaient les premiers concerts dans la salle. Quasi achevé, je crois qu'il y a eu encore quelques plâtres à essuyer. On va pas demander à Philippe, sinon on va finir à 19h30. Mais ça, je peux vous dire qu'il y a eu quelques plâtres à essuyer et surtout quelques sièges à fixer au sol, puisque à l'origine, tous les sièges étaient sur le côté, ce qui permettait d'ailleurs le samedi soir de faire bal au bijou, sur le joli parquet en bois. Mais une fois la commission de sécurité est arrivée en disant non, ça c'est plus possible. Et nous avons été quelques-uns avec Philippe Pagès à essayer de fixer comme on pouvait les chaises en plastique au sol sur des barres en fer vissées dans le sol. Ça a été quand même assez viril cette histoire. Ça a dû être viril, mais ça a été bien fait, ça tient encore. Ça tient toujours. C'est pour dire que finalement le public est resté léger. Surtout. Exactement. Mais ouais, effectivement, ça a été une sacrée histoire et ça. L'histoire de cette commission de sécurité qui a demandé à ce que les sièges soient fixés au sol, ça a aussi transformé le lieu et c'est ce qui ça l'a transformé en lieu où on vient vraiment écouter la chanson, on vient pas faire la fête comme ça a pu être le cas. Philippe m'a souvent parlé de l'enregistrement du CD des 100% collègues où il y avait pudiquement, on va dire quelques centaines de personnes dans le bijou. Où voilà, l'ambiance a changé, ça devait être à partir de 1997. C'est ça. Et c'est là que Philippe s'est vraiment consacré à la découverte et il a fait du bijou le lieu référence de découverte de la chanson à Toulouse, oui, dans la région également, mais peut-être au niveau national aussi. Il a vraiment, c'est vraiment quelqu'un d'important dans la chanson. Avec quelque chose qu'il avait initié, qu'il avait invité au bijou, qui s'appelait les joueurs de voix, scène ouverte, qui était animée par Marc Kahn, mais après il y a aussi Bacchus qui les a animés. Juste avant, c'était François Dorembus, donc des scènes ouvertes qui permettaient à pas mal d'artistes toulousains de s'y révéler. Alima Hamel de Monco Maroc, c'est là qu'on l'a entendu jouer pour la première fois. Wab, Julien Habib qui est devenu Wab, c'est là aussi qu'il a fait ses premiers concerts. Il y a eu toute cette... Et vous avez transformé ça en scène ouverte mais qui s'appelle Ozon, mais toujours dans cette même idée de permettre à des artistes d'arriver, de jouer 20 minutes et de se faire découvrir une première fois devant un public venu écouter. C'est bien ça. Alors ça s'appelait Ozon même avant qu'on arrive, ça doit faire une dizaine d'années maintenant que ça s'appelle Ozon. On y a vu des types comme Chouf, dont on parlait tout à l'heure, il a démarré un jeune limousin qui s'appelle Gauvin Serres qui a fait toutes les premières parties de Renault. C'est là qu'il a commencé. Il a écrit dans la loge mon premier concert, le bijou, ma Madeleine de Proust. Voilà, c'est vraiment son premier concert. Il était tout jeune, il avait une voix de canard encore vivant et il a joué là pour la première fois. Les Ozons, c'est une sorte de test grandeur nature pour des artistes confirmés qui ont envie d'essayer de nouveaux titres, pour des jeunes qui ne sont jamais montés sur scène, pour des gens qui sont en voie de professionnalisation. Voilà, tout le monde est accueilli, il n'y a pas de sélection. La seule condition, c'est de s'inscrire et de chanter en français, grosso modo. Et puis après, c'est ouvert. On a parfois d'excellentes surprises.
Et parfois, de moins bonnes. Voilà, des surprises. Ouais, c'est des surprises. Ces 30 ans, c'est l'occasion de faire un véritable feu d'artifice. On a vu Alexis HK chez vous, Clarica, est passé il n'y a pas très longtemps. C'était la semaine dernière. On a vu Eric Larraine en trio avec Loïc Lantoine et je me souviens plus le nom de l'accordéoniste. Claude Delrieux. Et voilà, et Claude Delrieux. Vraiment, c'est l'occasion. C'est l'occasion d'un véritable feu d'artifice, et je vois que la programmation des 3 prochains mois que vous nous avez amenés ne déroge pas à ce départ en fanfare. Ça reste dans la même veine. En fait, on s'est dit que chaque mois on allait essayer de mettre un artiste que normalement on ne pourrait pas accueillir au Bijou sur une situation normale. C'est le cas de Yves Jamais au mois de février, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là dans une petite formule en trio. C'est encore un peu le cas de Wally, qui vient en décembre, même s'il vient souvent au Bijou, mais là sur son projet, le projet d'Erly, ils seront 7. Et voilà. En fait, donc il a monté un truc un peu dingue. Il se dit ah ouais, je viens au Bijou, mais et en plus au Bijou, ça sera vraiment le tour de chauffe de ce projet qu'il devrait aller enregistrer juste après à Bordeaux, si mes informations sont bonnes. C'est exactement ça. Tu es dans le journalisme? Non, mais pas très loin. Et c'est vrai que ça, c'est Wally qui viendra avec un projet quand même assez nouveau, parce qu'on le connaît pour ses chansons courtes. Tout à l'heure, on en a écouté un extrait sur le Caramel Mou. On le connaît sur ses chansons drôles, mais là, il va venir sur les chansons justement pas drôles. C'est des chansons longues. Voilà. Alors après, c'est pas qu'elles sont pas drôles. On est plus dans le sourire que dans le rire. Mais entre les chansons, ça reste Wally. Donc, je crois que le côté bonhomme du garçon, ça, on lui enlèvera jamais. C'est une manière différente de le voir. Il a une écriture qui est quand même d'une qualité hallucinante. C'est un vrai auteur, c'est un vrai humain. Il a beaucoup de choses à raconter dans ce projet d'Erly. Au mois de décembre, je crois qu'on va redécouvrir une facette de Wally. Et puis en vrac, donc il y aura évidemment des tours de chant que l'on va pouvoir écouter aussi au Bijou, mais il y aura aussi Jure. Lise Martin va revenir. Il y a plein de choses. Il y aura une carte blanche à Grabowski. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée, d'offrir une carte blanche à Grabowski. Ça se passera en début février. C'est vraiment une très bonne idée d'offrir une carte blanche à ce type qui est un des piliers de la scène chanson toulousaine, et pourtant on le connaît peu. C'est un peu le principe, effectivement. Ça fait partie de ces artistes qui ont une vraie carrière dans la musique, mais qui ont fait ça contre toutes les modes, sans communication particulièrement, simplement parce que c'est un type super, et que il écrit bien, il joue bien, on a envie d'être avec lui, et puis il draine autour de lui un monde avec une présence sur scène étonnante, et un mec éminemment sympathique, et on sent ça sur scène. C'est ça. Enfin voilà, en fait je sais même pas avec qui il va venir. C'est une carte blanche, elle est tellement blanche que je ne sais pas avec qui il sera là. J'ai certains espoirs parce que je sais avec qui il travaille. Je parlais notamment d'Olivier Gilles qui a disparu de la circulation toulousaine depuis un petit moment, et si on le revoyait sur scène à ce moment-là, ça serait un plaisir. Mais voilà, c'est vraiment, on y a dit, écoute, fais ce que tu veux, la scène est à toi. Et ça, c'est aussi le Bijou, cette confiance que vous pouvez avoir et que vous pouvez cultiver avec certains artistes jusqu'à leur proposer vraiment vas-y. Ouais. En fait, on a un principe de base au Bijou, c'est que pour mettre un artiste sur scène, il faut qu'on ait vu son concert avant. L'exception, c'est les gens qu'on connaît, qu'on aime, à qui on va dire c'est confiance totale. Et puis en général, ça nous a pas déçus. Ce qui s'est passé avec Eric Larraine, Claude Delrieux et Loïc Lantoine, c'était ça. Hein. On savait qu'ils allaient faire quelque chose, mais on savait pas quoi. Et quand on sait que le deal de ce concert s'est fait à la fin du concert de Loïc Lantoine, la dernière en clôture de Détour de Chang, où Eric Larraine était dans la salle, et où le projet est né devant le comptoir à la sortie du concert. C'est ça, on n'avait pas tout à fait fini de vider le bar de Détour de Chang, et c'est venu à ce moment-là. Et ça a été 3 soirs complètement magiques. J'espère que ça aura une suite, mais enfin pour les gens qui ont raté ce concert au Bijou, tant pis pour vous. Voilà, donc il y aura également quelqu'un et un groupe que j'adore qui va revenir au Bijou le jeudi 11 et le vendredi 12 janvier, dans le cadre de ses 30e anniversaire du Bijou. C'est Orlando qu'on écoute tout de suite. Quelques mesures, le temps pour WeFunk d'installer son matériel B-side. C'est juste derrière Caramel Mou. Orlando.
filles sages, roses, gentilles se maquillent au point de croire. Les autres, en de grammes en vêtis, se tempestent comme des chats. Les filles sages en jeu de quilles restent bien droites, bien à l'endroit. Les autres pillent et déshabillent le bar, les bouteilles de vodka. Les filles sages vont au ciel. Les filles sages vont au ciel, les autres où elles veulent. Les filles sages parfois frétillent, se donnent à l'homme doucement. Les autres en affamés et trient, caravagent leurs amantes. Les filles sages à l'aiguille tricotent des foyers aimants. Les autres plantent en famille des herbes à faire planer maman. King Kong Power. Les filles sages vont au ciel. King Kong Power. King Kong Power. Les filles sages vont au ciel, les autres où elles veulent. Voilà, Orlando, jeudi 11 et vendredi 12 janvier, dans le cadre donc, de ce 30e anniversaire de Détour de Chant, 30e anniversaire qui va durer tout 2017 et puis qui va continuer en 2018 avec plein d'autres rendez-vous. Finalement, je vous propose, Pascal Chauvet, de venir régulièrement en parler ici parce que une émission n'aura pas suffi. Bah, je ferai des petits points d'étape régulièrement, il n'y a pas de problème. Ça serait plutôt utile. Wally joue en décembre. Le premier peut-être point d'étape, ça sera à ce moment-là. Je serai là. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler donc, de ce 30e anniversaire commencé en septembre et qui se déroulera donc jusqu'à fin 2018. Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Simplement vous signaler que ce soir au Sorano, il y a du théâtre, une pièce autour du répertoire Tchekhov, et puis qu'à la sortie de ce spectacle, Campus organise une émission de théâtre qui s'appelle Le Club à partir de 22h, et ça sera donc en direct dans le foyer du Sorano à 22h avec Greg Lamazer aux manettes. Oui Fong, c'est tout de suite. Salut les filles, à la semaine prochaine. Caramel.